Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la remise du Grand Prix du journalisme Oliver Asselin de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Merci d'abord d'être avec nous en si grand nombre. Je m'appelle Ève Montpetit, je suis la directrice de la campagne de financement qu'on organise 2014-2019, donc grande campagne de financement, et je serai votre hôte pour la soirée. Alors d'emblée, j'invite le président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal à venir s'entretenir avec vous, Maître Maxime Laporte. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ici ce soir pour remettre à une personne méritante le Grand Prix de journalisme Oliver Asselin, qui porte le nom d'un grand défenseur du journalisme, Oliver Asselin, qui fut aussi le premier journaliste d'enquête au Canada. Nous le faisons aussi dans cette belle et grande maison, qui est le siège de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, et qui porte aussi le nom d'un autre grand journaliste, M. Ludger Duvernay. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal s'est toujours battue pour la liberté de presse, pour la liberté d'expression, et la liberté d'expression des francophones, qui s'expriment justement à travers des écrits, des publications, des journaux, lesquels racontent notre histoire au jour le jour. J'aimerais souligner la présence parmi nous de notre récipiendaire, des membres de sa famille, de ses amis. J'aimerais également souligner la présence du descendant d'Oliver Asselin, M. André Asselin. Merci aussi à Mme Hélène Pelletier-Baillargeon, biographe d'Oliver Asselin, et membre de notre jury d'honneur, d'être présente ce soir. Et merci à M. Claude Piché, ancien chroniqueur à la presse, d'avoir accepté de faire une présentation plus intimiste de notre récipiendaire. En créant en 1955, le prix Oliver Asselin est décerné à une personnalité qui s'illustre dans le domaine du journalisme. Pamphlétaire et ancien président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Oliver Asselin est né à Saint-Hilarion, dans le comté de Charlevoix, patrie de Laure Connet. Oliver Asselin est un journaliste de la trempe de Henri Bourassa, Élo David, Armand Lavergne et Jules Fournier. N'hésite pas à croiser le fer avec quiconque s'oppose à ses idées, et c'est avec une habileté consommée qu'il dénonce, critique et vilipende les politiciens. Je vais laisser Mme Hélène Pelletier-Baillargeon qui va nous faire plus tard dans la soirée une présentation plus en profondeur de Oliver Asselin. Parmi les anciens récipiendaires du prix Oliver Asselin, on compte notamment René Lévesque, René Le Cavalier, Judith Jasmin, Pierre Nadeau, Fernand Séguin, Bernard de Rome, Louis-Gilles Francoeur et plusieurs autres. Il existe un lien fort intéressant à établir entre Oliver Asselin, la SSJB, et le droit, et aussi la controverse actuelle sur la suppression envisagée du droit, controverse qui a été soulevée à juste titre par notre récipiendaire. Dans la foulée de la lutte contre le règlement 17 en Ontario qui abolissait les écoles françaises, Oliver Asselin, devenu président de la SSJB, a mis sur pied en 1914 la collecte du sou de la pensée française pour contribuer à la survie du journal Le Droit, qui paraît à Ottawa depuis le début de l'année 1913, cela dans le but de défendre les droits des francophones, les droits scolaires en fait des francophones. À la veille du congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec à Saint-Sauveur, la nomination de ce soir revêt un sens particulier en ce qui concerne l'avenir du journalisme et de la presse écrite au Québec. En mai dernier, notre récipiendaire a été malheureusement exclu du journal Le Droit à la suite d'un billet publié sur son blog personnel où il critiquait les propos d'André Desmarais, président et co-chef de la direction de Power Corporation, quant à l'éventuelle disparition des journaux régionaux de la filiale GESCA. La Société Saint-Jean-Baptiste a réagi par une publication à cet événement en affirmant qu'un débat devra avoir lieu au sujet de l'avenir de la presse écrite en région. Les gens des régions font face à des problématiques particulières qui nécessitent un journalisme adapté, un journalisme de proximité. Rien n'indique qu'en centralisant tout à Montréal ou dans la presse plus, par exemple, que les citoyens de partout au Québec conserveront leur accès à une information de qualité. Or, cette censure, cette excommunication qui nous semble cavalière, qu'a subi en ce moment cet excellent journaliste que nous honorons ce soir et qui compte plus de 45 ans de métier, Journal Le Droit,
nous rend tous inquiets. Est-il éthique d'ainsi museler des journalistes de talent, chiens de garde de la démocratie, pour des raisons managériales, idéologiques, si ce n'est parce qu'ils s'expriment sur des enjeux réels qui concernent l'intérêt général? Le Journal Le Droit est une institution centrale dans le combat pour la défense et la pérennisation de la langue française en Outaouais et en Ontario. Si ce journal est menacé, c'est aussi le français qui est menacé dans cette région névralgique pour l'avenir de notre langue. Par ailleurs, depuis de nombreuses années, M. Yves Michaud, qui est un ami de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et le mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, ont tenté d'obtenir par la voie des tribunaux que soient divulgués les états financiers de Jessica, ce qu'a toujours refusé obstinément Power Corp, sa société mère. Ce que cette action en justice tente légitimement de démontrer, c'est que Power Corp supporte financièrement Jessica et les filiales de ces dernières afin de promouvoir probablement la cause canadieniste. Cela au prix, semble-t-il, de la rentabilité de ces médias, notamment de ces journaux imprimés, et donc au détriment des intérêts des actionnaires de Power Corp. Aujourd'hui, les Desmarais semblent vouloir faire payer aux gens des régions le parti pris ruinant de Power par la suppression de journaux qui, comme le droit, ont plus d'un siècle d'existence. Permettez-moi maintenant de présenter succinctement notre récipiendaire. Tout au long de sa carrière, il s'est démarqué tant par son professionnalisme que par la rigueur et la qualité de ses textes. En plus de 45 ans de carrière, il a contribué de manière exemplaire au journalisme québécois. Défenseur du rôle de la liberté de presse et du journalisme critique dans nos sociétés contemporaines, M. Allard s'est aussi révélé par ses textes comme un grand défenseur de la langue française au Québec et en Ontario. La décision du Conseil général de la SSJB de retenir M. Allard comme récipiendaire du prix Olivier Asselin cette année a été unanime. Un jury d'honneur formé de M. Christian Rioux, journaliste et dernier récipiendaire du prix, qui ne peut être avec nous ce soir pour la simple et bonne raison qu'il est à Paris, et formé aussi de Mme Hélène Pelletier-Bergeon, biographe d'Olivier Asselin, qu'on aura l'honneur d'entendre plus tard, a également contribué à confirmer ce choix. Né à Ottawa en 1946, M. Allard a terminé ses études de journaliste à l'Université d'Ottawa en 1969, année où il est embauché au journal Le Droit à Gatineau. Le Droit est fondé en 1913, je vous le rappelle. Courriériste parlementaire durant la crise d'octobre, spécialisé dans la couverture journalistique de la politique fédérale et de la politique québécoise, ainsi que des questions franco-ontariennes et des affaires municipales en Outaouais. Il a été successivement chef de pupitre de nuit au début des années 70, chef des nouvelles et adjoint au rédacteur en chef du droit et un des responsables de la transition au format matin puis au format tabloïd. Depuis 1991, il est travailleur autonome et depuis 2002, éditorialiste, contractuel, toujours pour le droit. M. Allard a également travaillé comme rédacteur de discours et de reportages, de magazines, rédacteur publicitaire et traducteur pour la presse. C'est vraiment une belle et grande soirée que nous vivons aujourd'hui et je vous prierai d'applaudir chaleureusement, avant nos prochains intervenants, d'applaudir chaleureusement M. Pierre Allard. Notre prochaine invitée est une femme extraordinaire. Je la vois sourire. Fille de journaliste, née à Montréal, titulaire d'une maîtrise en français consacrée au poète Francis James, elle poursuit des études doctorales qui l'amèneront à la Sorbonne. Dès son retour à Montréal en 1962, elle collabore à la revue Maintenant et accède à la direction de la revue en 1972 où elle traverse quelques tempêtes. Chroniqueuse au magazine Châtelaine, la citoyenne engagée rédige son appartenance dans un essai, Le pays légitime, qu'elle publie en 1979. Conseillère au cabinet du ministre de l'Éducation Camille Lorrain, elle signe dans les années 80 des chroniques à la presse, au Devoir et dans plusieurs autres journaux et hebdos. Elle participe également à de nombreux colloques comme conférencière, invitée sur l'éducation, la condition féminine, la politique familiale ou culturelle. Membre de plusieurs conseils d'administration, dont celui du Musée des Beaux-Arts, co-auteur de plusieurs ouvrages, elle signe 2 biographies. Marie-Gérin Lajoie, de mère en fille, La cause des femmes, publiée chez Boréal,
et Oliver Asselin et son temps, dont le tome 1 paraît en 1996 aux éditions Fides et le tome 2, complété récemment, paru en 2010. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, accueillons chaleureusement Madame Hélène Pelletier-Baillargeon. D'abord, je ferai deux petites corrections. Je ne suis pas une fille de journaliste, je suis une fille de notaire. Le journaliste Georges Pelletier était mon oncle et non pas mon père. Deuxième chose, qui est peut-être un petit commercial, le troisième tome de ma biographie a déjà été publié. C'est ça. Alors, la vie d'Oliver Asselin est désormais couverte. Alors, qui était cet Oliver Asselin dont on célèbre aujourd'hui la mémoire à l'occasion de son prix? C'était un pamphlétaire, un genre journalistique qui n'a plus guère cours aujourd'hui, mais dont nous avons eu de beaux exemples avec des gens comme Pierre Falardeau et Pierre Bourgault. Ouais, c'est ça. Mais au début, à l'époque d'Oliver Asselin, c'était un genre très, très prisé dans la presse. Lui et son inséparable ami Jules Fournier s'en sont donnés à cœur joie contre leurs ennemis, leurs adversaires. On peut dire que parmi les intellectuels qui ont marqué le début du siècle, Oliver Asselin figure en bonne place aux côtés de Bourassa et de Lionel. On vous a dit qu'il est né à Saint-Hilarion d'un père qui était libéral, mais au sens du 19e siècle, et qui était maire de son village. Et il a été très marqué par un événement qui a eu lieu dans lequel son père était impliqué, qu'on a appelé le procès pour influence indue du clergé. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un arpenteur qui était le défenseur des petites gens, des petits propriétaires, Pierre-Alexis Tremblay, qui se présentait comme libéral contre Hector Langevin, qui était un père de la Confédération et un frère de deux évêques. Bon. Alors évidemment, Riel Asselin, le père d'Oliver, avait été impliqué dans ce procès-là. Et c'est de là que vient l'expression que les curés utilisaient en chair, « le ciel est bleu, l'enfer est rouge ». Alors, on a, dans le langage courant, on pense que c'est une expression qui vient de l'époque de Duplessis, mais non, ça vient de plus loin que ça. Alors, Oliver Asselin fait des études très brillantes au séminaire de Rimouski et il rafle tous les prix. Et à cause de sa petite taille, de son air déterminé et de sa démarche très affirmée, on l'a surnommé le petit caporal. Un autre événement qui va marquer Oliver Asselin, le procès pour influence indue, est une chose qui l'a beaucoup marqué et qui est à l'origine du côté anticlérical de ses diatribes et de ses grands écrits. Un autre événement qui l'a beaucoup marqué et politisé, ce fut évidemment la pendaison de Louis Riel à l'époque où il n'avait que 11 ans. Malheureusement, son père, qui était tanneur, la tannerie a brûlé, et c'était une époque où il n'existait pas de police d'assurance. Et comme des milliers de Québécois, la famille Asselin a décidé d'émigrer en Nouvelle-Angleterre et a émigré à Fall River, où toute la famille, grande échéance, a été obligée de travailler dans les usines de coton en hiver comme les autres. Évidemment qu'il était furieux, c'était un garçon boulimique de lecture qui écrivait très bien. Alors, il a tenté sa chance dans les journaux
franco-américain. Et il a commencé au Protecteur canadien, au National de Lowell et à la Tribune de Woonsocket. En 1996, la famille Asselin va se réjouir beaucoup de l'élection de Sir Wilfrid Laurier, qui est le premier Canadien français à être premier ministre du Canada, mais va déchanter très rapidement lorsqu'ils s'aperçoivent que Laurier, à cause de sa majorité anglaise, ne défend pas les Franco-Manitobains qui se sont fait enlever leurs écoles françaises. Mais vous savez que chez les Franco-Américains, ce sont des petits Canada. Hein? On restaure la communauté québécoise d'origine. On émigre avec son curé, son médecin, son avocat, ses religieuses pour le couvent des filles, ses frères, etc. Donc, il y a des relations très, très fréquentes entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre, contrairement à aujourd'hui. Et c'est là qu'il fait la connaissance de Robertine Barry, qui est une journaliste qui signe du nom de Françoise et qui est la marraine littéraire de Nelligan. Et elle s'entiche d'Oliver Asselin, elle trouve qu'il a un talent fou, qu'il écrit très bien, et elle le convainc de revenir au Québec et de s'installer à Montréal, ce qu'il fait. Et il travaille pendant un certain temps pour des journaux comme Les Débats, un journal qui n'existe plus, évidemment, et aussi à la presse. Mais ce qui va le happer, c'est évidemment le mouvement nationaliste qui vient de naître avec Henri Bourassa à cause de la guerre du Transvaal, la guerre des Bourgs, qui a eu lieu en 1899. Et le mouvement nationaliste décrète que le Canada n'ira en guerre que lorsque ses propres frontières seront menacées. Alors, Oliver Asselin se joint à l'équipe de Bourassa et il devient très rapidement son organisateur, son rédacteur et s'engage à fond de train dans le mouvement. Comme c'est un garçon qui a le sens de l'organisation, il trouve qu'il faut quand même qu'il y ait un organe pour une association pour fédérer le mouvement, et il fonde la Ligue nationaliste en 1903. Et comme c'est un journaliste, il dit qu'il faut que le mouvement ait aussi son journal, parce que Bourassa, qui est député à Ottawa, évidemment que les journaux ne répercutent jamais ses discours. Alors, il fonde un journal qui s'appelle Le Nationaliste, et c'est vraiment une surprise dans le milieu canadien-français parce que, dit-on, enfin, un journal écrit en français, en bon français. Alors, beaucoup de qualité, et c'est là qu'il inaugure le journalisme d'enquête. Il fait des enquêtes sur l'éducation, sur l'immigration, sur différents sujets, et évidemment, déterre les scandales politiques et leurs auteurs, comme tout bon pamphlétaire. Alors, il s'attire évidemment des procès pour libelle et il va même faire de la prison parce qu'en tant que courriériste parlementaire, il a giflé le ministre Taschereau, Alexandre Taschereau, qui avait menti en chambre. Alors, il va faire de la prison avec son ami Jules Fournier. Et évidemment, lorsqu'il sort de prison, il est reçu triomphalement par les étudiants qui en ont fait leur leader. Mais Bourassa, qui est plutôt un ultramontain qu'un libéral, est agacé par les frasques d'Oliver Asselin, son emprisonnement, ses procès. Ce n'est pas du tout le genre de Bourassa qui est le grand seigneur de Montebello et tout. Alors, il décide qu'il va fonder son journal en 1910. C'est la fondation du Devoir. Mais comme Oliver Asselin est dans son orbite et qui travaille pour lui, et qu'à ce moment-là, Bourassa est député à Québec,
C'est Oliver Asselin qui recrute les premiers journalistes, qui monte le journal, qui trouve le local et tout. Mais lorsque vient le temps de distribuer les tâches, le directeur, Henri Bourassa, alors qu'Oliver Asselin s'attendait à être co-gériste parlementaire à Ottawa ou à Québec, non, on le restreint aux affaires municipales et Jules Fournier subit le même sort, de sorte qu'au bout de quelques mois, ils claquent la porte tous les deux et Jules Fournier va fonder son journal qui est l'Action et Oliver Asselin, lui, va commencer à publier ses feuilles de combat. Alors, ces feuilles de combat, c'était des petits opuscules tout à fait dans le style de l'époque, le style très, très pamphlétaire, sur des questions d'actualité. Alors, ah oui, il sera même candidat dans Saint-Jacques, mais il sera évidemment défait parce que l'éloquence n'est pas son fort. En 1913, comme on vous l'a dit, il devient président de la Société Saint-Jean-Baptiste et il inaugure une tradition qui a disparu maintenant, qui était les tags day. On vendait des insignes dans les rues pour diverses causes, mouvements bienfaisance. Et lui va déclencher la campagne du sou de la pensée française. Le mot pensée désigne à la fois la pensée réflexive et la fleur. Alors, on vend des fleurs dans les rues pour financer le journal Le Droit. Mais il ne se contente pas de travailler pour les nationalistes et les franco-ontariens. Il fait aussi des discours. Et à un moment donné, il va faire un discours fameux qui va déclencher ce qu'on a appelé l'affaire du mouton. Il va dénoncer l'usage qu'on fait dans la parade de la Saint-Jean-Baptiste d'un mouton flanqué d'un bel enfant bouclé qui représente Saint-Jean-Baptiste. Alors, il dit que c'est un symbole, le symbole du mouton, c'est absolument pas ce qui convient aux Canadiens français qui doivent sans cesse lutter pour faire respecter leurs droits. Évidemment, il y a des esprits plus conservateurs dans le mouvement. Alors, l'affaire du mouton provoque des scissions dans le mouvement et Oliver Asselin décide de se retirer de la Société Saint-Jean-Baptiste, d'autant plus que la guerre de 14 vient d'être déclarée. Or, Oliver Asselin, c'est un grand francophile. La France, c'est sa patrie spirituelle. Il l'aime comme on aimerait une femme. Donc, il est absolument révolté de voir la France envahie par les Allemands et il se demande ce qu'il pourrait faire. Il essaie de se faire engager dans le corps expéditionnaire canadien comme interprète, ça ne marche pas. Il essaie de s'engager dans l'armée française, mais les Alliés ont décidé entre eux qu'il n'y aurait pas de maraudage entre les armées, donc ça ne marche pas. N'oublions pas que les Canadiens français, les nationalistes sont toujours fidèles, à leur principe qu'on ne va à la guerre que lorsque nos frontières sont menacées. Or, le ministre de la guerre, le ministre des Affaires militaires à Ottawa, Sam Hughes, qui est un triste personnage qui méprise les militaires, décide de créer un mouvement par lequel des simples civils, qui sont des notables, vont lever des bataillons avec le prestige de leur nom, et c'est de là que viennent les bataillons numérotés, comme le 22e par exemple. Alors Oliver Asselin voit tout de suite l'intérêt de la chose parce qu'il se dit, je vais lever un bataillon de francophones pour aller défendre la France. Parce qu'à ce moment-là, le seul bataillon francophone, c'est le 22e. Malheureusement, il va être floué par Sam Hughes parce que, à leur arrivée en Angleterre, après leur entraînement aux Bermudes, le bataillon est démantelé
et les recrues francophones sont disséminés dans des régiments anglais. Alors, Oliver Asselin, qui a été versé dans la réserve à ce moment-là, s'inscrit à des écoles d'officiers et il monte en grade, il obtient ses diplômes et il finit par se faire engager dans le 22e régiment, qui est dirigé par le général Thomas Tremblay, qui est le plus jeune général de l'Empire britannique. Et à ce titre, il va participer à la célèbre bataille de Vimy, où il va être remarqué pour sa bravoure et son art de diriger les hommes et d'être rassembleur, et ça lui méritera la Légion d'honneur, après la guerre, évidemment. Alors, il avait fait un discours avant de s'enrôler dans lequel il disait des phrases comme ça, je préférerais mourir que de voir la France vaincue et occupée. Donc, il réalise son rêve en se battant à Vimy et à Asheville. Et évidemment, il va participer à la libération du nord de la France et de la Belgique. Et à ce moment-là, le ministre de la Justice, Doherty, fait appel à lui comme conseiller pour la conférence de Versailles. Alors, Oliver Asselin va demeurer en France et participer à la conférence de la paix. Et là, il va concevoir une admiration sans borne pour Clemenceau. Et comme Clemenceau, il redoute beaucoup que les réparations exorbitantes qu'on demande à l'Allemagne ne suscitent un esprit de vengeance et entraînent les anciens belligérants vers un autre conflit mondial, ce qui va évidemment se réaliser. Quand il revient au Québec, quand il est démobilisé, il doit gagner sa croûte dans des petits boulots qui n'ont rien à voir avec le journalisme et qui le frustrent beaucoup. Mais son esprit nationaliste n'a rien perdu de sa vigueur et de son engagement. Et à ce moment-là, il va se joindre à l'action française de Lionel Groulx. Parce que Bourassa s'est mis beaucoup en retrait, il traverse une crise spirituelle, un peu mystique, et il se détache progressivement de la politique. Donc, c'est Groulx qui reprend le flambeau du nationalisme au Québec à ce moment-là, et Oliver Asselin va le suivre. En 1925, un autre trait de son caractère qui est très beau, c'est la charité. Oliver Asselin, tout en étant anticlérical, est quelqu'un d'extrêmement charitable, qui a toujours fait partie de la Société Saint-Vincent-de-Paul et qui a toujours été proche des petites gens. Et il se trouve en 1925 avec un autre compagnon a créé le refuge de la Merci. D'ailleurs, cet hôpital existe encore sur la rivière des Prairies pour les sans-abri et les itinérants, les malades, les vieillards malades et sans foyer. Alors, évidemment, des simples laïcs ne peuvent pas assumer seuls une telle tâche. Donc, il fait venir de France. J'ai un verre d'eau là sur ma chaise. Je pense que J'ai à côté de ton pied, mais ça va le faire chercher. Donc, il fait venir les frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu pour s'en occuper. Sur les entrefaites, Taschereau est arrivé au pouvoir au Québec. Et le chef de l'opposition est un adversaire redoutable. C'est un tribun politique et populacier qui est Camillien Roux.
Alors, les libéraux ont très peur. Et à ce moment-là, leur grand argentier, qui est Marcelin Wilson, commence à expliquer à Taschereau qu'il ne voit qu'un seul journaliste capable de tenir tête à Camillien Aude et à le déboulonner. Donc, on offre à Oliver Asselin d'être rédacteur en chef du Canada. Parce qu'à cette époque-là, les partis politiques ont des journaux et le Canada est l'organe du Parti libéral. Alors, Oliver Asselin accepte. Nouveau scandale chez les nationalistes qui ont été très choqués par son enrôlement et là vont être très choqués par le voir intégrer un journal de parti. Mais évidemment qu'Oliver Asselin est comme un poisson dans l'eau dans une salle de rédaction. Et il s'ennuie de son journal Le Nationaliste et il va évidemment faire la même chose au Canada. Il va recruter un tas de talents dans le journalisme de montréalais. Et il signe un contrat de 4 ans pour le mirobolant salaire de 7 500 $ par année. Donc, il décide de transformer le journal, il transforme la maquette, il engage un caricaturiste, et qui est Robert Lapalme, dont certains d'entre vous se souviennent très bien, et il recrute d'excellents collaborateurs, qui sont à ce moment-là des jeunes gens pour lesquels il va faire figure de maître. On peut citer Victor Barbeau, Roger Beaulieu, qu'on a connu à Radio-Canada, Louis Francoeur, qui faisait la chronique de guerre durant la Deuxième Guerre mondiale, Paul Gouin. Mais il engage aussi des femmes. Annette Lassalle, le duc, Odette Oligny, la mère de la comédienne Huguette Oligny, Françoise Gaudette-Smet et l'écrivaine bretonne Marie Lefranc, qui s'est installée au Québec. Les pages culturelles du Canada deviennent extraordinaires. Il y a des chroniques sur le cinéma, sur le théâtre, sur la musique, et les pages littéraires sont tenues par des spécialistes de ces divers arts. Évidemment que la littérature y occupe une grande place. Dans ces pages culturelles-là, plusieurs noms vont s'illustrer. Léopold Morin, Arthur Laurando, le père d'André Laurando, Robert Choquette, le poète, Berthelot Brunet, le critique littéraire, Claude-Henri Grignon, le futur auteur d'Un homme et son péché, Robert Choquette, le poète, et Albert Pelletier, qui est un notaire, qui est le père des comédiens Gilles Pelletier et Denise Pelletier. Alors, vous voyez que le nationalisme se transmet de génération en génération. Alors, dans ses positions éditoriales, évidemment, il devra marcher sur des œufs parce qu'il a ses propres opinions. Et il est un homme aux idées plutôt de gauche. Et évidemment que Taschereau, qui est sur le conseil d'administration de plusieurs grandes compagnies, a des idées différentes. Donc, il doit manœuvrer avec infiniment de prudence dans ses positions éditoriales, mais il s'en accommode assez bien parce que durant les 4 ans où il sera au Canada, il ne reçoit pas de blâme et pas d'intervention, dit-il, de la part du côté politique. Alors, il va évidemment promouvoir la cause qui était déjà la sienne aux nationalistes, c'est la cause de l'éducation publique et gratuite. Et évidemment que promouvoir une telle cause à cette époque, c'est se faire soupçonner d'appartenir à la franc-maçonnerie qui est très active à cette époque-là.
Mais les libéraux sont très tolérants sur cet aspect. Et Oliver Asselin, même Lébriand Travé, il sait performer et faire un excellent journal. Au fédéral, ses positions nationalistes ne dérangent pas non plus le cabinet Taschereau, parce que c'est la défense des Canadiens français, l'éternel combat de la dualité canadienne, et il se débrouille également pas mal. Il a carte blanche en politique internationale et on le voit évidemment très critique vis-à-vis la révolution russe et le régime soviétique, et aussi très alarmé à la perspective parce qu'il voit venir une autre guerre à long terme. Mais après avoir réussi à battre Camillien Aude avec ses articles vitrioliques qui paraissaient jour après jour, il a rempli sa mission auprès des libéraux. Et là, il sent que les libéraux prennent leur distance vis-à-vis de lui, qu'il est mis de côté, et il ne se sent plus apprécié là où il se trouve. Il achève son contrat de 4 ans. Il est en désaccord avec les positions des libéraux sur la politique municipale. Alors, il décide de ne pas renouveler son engagement à l'égard du Canada, et il quitte. Il quitte aussi parce que il a toujours été de santé fragile et en ce moment, il est très malade. Il doit subir une opération. On doit lui enlever une partie de l'estomac. Donc, il est hospitalisé à l'hôpital et il se trouve qu'il a comme voisin de chambre un grand entrepreneur en construction qui va faire fortune au Québec, qui est Alban Jasmin. Et Alban Jasmin a toujours été un fan d'Oliver Asselin et il lui dit « Je suis prêt à vous financer votre propre journal si vous voulez en fonder un. » Alors, Alban Jasmin convainc aussi les deux frères Oscar et Marius Dufresne, ceux qui vont bâtir le château Dufresne, de fournir des fonds également pour financer la création de ce journal. Et là, ça va être vraiment l'apothéose du talent d'Oliver Asselin. Il va être maître après Dieu dans son journal, qu'il va curieusement appeler l'Ordre, et le définir comme un organe de culture française et de renaissance nationale. Alors, évidemment, il va débaucher une grande partie de ses jeunes collaborateurs du Canada, ceux qu'il a formés, au point qu'on parlera de l'école Asselin comme étant le maître incontesté du journalisme qui a formé toute une génération de jeunes talents. Donc, dans cette équipe, on va retrouver les mêmes noms qu'on a retrouvés au Canada, plusieurs d'entre eux, mais on va retrouver aussi des nouveaux, comme le poète Alfred Desrochers, le père de Clémence Desrochers, Albert Pelletier, qui embarque aussi dans l'entreprise, et Jean-Marie Nadeau, Jean-Marie Nadeau est le père du journaliste Pierre Nadeau et de la speakerine Pascal Nadeau. Alors, évidemment, dans ses positions éditoriales, là, il a la bride sur le cou pour critiquer le régime Taschereau. Il ne s'en prive pas. Alors, c'est l'époque où le docteur Philippe Hamel mène la guerre contre les trosses. Et Oliver Asselin va évidemment embarquer dans cette campagne. Et là, les positions éditoriales qu'il va prendre par rapport à la politique québécoise sont un peu prophétiques, parce que ce sont des choses qui vont se réaliser à la Révolution tranquille seulement. Alors moi, quand on me parle de la Grande Noirceur et que je vois ce qui s'écrivait dans des journaux comme l'Ordre, sur l'éducation, sur les richesses naturelles,
je me dis que ces idées-là étaient en germe, mais que certaines pressions sociales et politiques ont fait qu'elles n'ont pu émerger avant les années 60. Mais il y avait déjà toute une élite qui rêvait de changement et de liberté. Alors, sur le plan de la politique provinciale, évidemment, ça va être, il va reprendre le discours nationaliste et il va déclarer que par rapport au fédéral, nous sommes dans une phase de notre vie nationale où il faut étouffer ou casser des vitres. Il va s'employer à casser des vitres. La situation, les relations avec le fédéral créent une situation intenable à son avis, une centralisation étouffante, les choses n'ont pas changé, et Albert Pelletier, un de ses collaborateurs, va même écrire un article où il va employer le mot de séparatisme. Il faut aller vers le séparatisme. Donc, c'était des idées qui commençaient déjà à se manifester. Et il faut dire que c'était des idées qui étaient dans l'air parce qu'à ce moment-là, la revue de Lionel Groulx, l'Action française, qui va s'appeler désormais l'Action canadienne-française, parce que son pendant français, l'Action française de France, a été condamné par l'Église. Donc, pour ne pas créer d'équivoque, on ajoute canadien. Disons que l'ordre va se démarquer encore davantage par sa politique, par sa couverture culturelle et linguistique, parce qu'il y aura vraiment la défense du français qui prend une très large place dans les articles. Et la politique les positions politiques seront maintenues, mais disons que l'ordre va se distinguer aussi, comme le Canada, par ses positions culturelles. Et il va se distinguer aussi par ses positions par rapport à ce qui est, à ce moment-là, la question juive. Parce que Oliver Asselin va toujours se présenter comme un défenseur de la communauté juive, et à telle enseigne qu'il y aura un hommage à sa mort qui va être publié dans les journaux juifs de Montréal. Et il va y avoir à ce moment-là un drame où il va jouer un grand rôle, c'est la grève de l'internat. Il se trouvait qu'à la faculté de médecine, les internes avaient un collègue qui s'appelait Samuel Rabinovitch et qui était juif. Et les internes qui sont antisémites décident de faire la grève parce qu'ils ne veulent pas partager leur internat avec un juif. Et évidemment, que Oliver Asselin va se déchaîner contre ce mouvement de grève et va réclamer des sanctions qui ne seront pas appliquées, mais il va prendre une défense vraiment très éclatante de la communauté juive et de la cause de cette communauté, en citant même la communauté juive comme exemple de solidarité et d'entraide et d'unité dans son action. Sur le plan religieux, Asselin est un catholique libéral et progressiste, malgré son anticléricalisme. On l'a vu par la fondation du refuge de la Merci. Mais évidemment, il continue à être extrêmement critique par rapport au leadership écrasant qu'exerce le clergé et les évêques. Et il continue à dénoncer cette absence de liberté et aussi l'absence de professeurs laïcs qualifiés dans l'enseignement public, parce qu'il suffit d'avoir un statut de religieux pour avoir préséance sur un diplômé de sciences ou de littérature.
Évidemment que ces positions ne font pas l'affaire de l'épiscopat et le cardinal Rodrigue Villeneuve, qui a été dans son jeune temps un défenseur des Franco-Ontariens, écrit dans la Semaine religieuse de Québec: « L'Ordre est un journal qui ne respire ni l'esprit chrétien, ni le respect dû au Saint-Siège. » Et à cette époque, une condamnation comme ça avait énormément de poids. Aujourd'hui, ça passerait tout droit. Mais à cette époque-là, ça avait énormément de poids. Et Oliver Asselin constate qu'il y a des désabonnements à son journal et qu'il ne peut plus garder le fort pour des raisons financières, parce que les rentrées de fonds sont arrivées. Donc, il va mettre fin à son journal et créer un petit journal hebdomadaire qui va durer très peu de temps, qui sera surtout culturel et qui s'appelle La Renaissance. Après l'épisode de La Renaissance, qui aura un peu de temps, et qui sera son champ de signe sur le plan du journalisme, il se trouve que Oliver Asselin souffre beaucoup de problèmes de santé et il est aux abois sur le plan financier. Il a des dettes, il n'a pas fini de payer ses dettes de tous ses procès pour libelle et compagnie. Donc, il est acculé à la misère. Taschereau vient d'être élu de justesse premier ministre. Et il a avalé l'Action libérale nationale de Paul Gouin, qui fera écrire à Oliver Asselin que Duplessis a retourné Paul Gouin comme une mitaine. Mais Duplessis déclenche une enquête sur les comptes publics. Une enquête qui va faire ressortir des scandales financiers énormes dans lesquels sont impliqués les frères et le fils de Taschereau, à telle enseigne que Taschereau doit absolument démissionner. Et il est remplacé par Adélard Godbout, qui est un homme libéral dans les deux sens du mot, et qui a toujours apprécié les talents d'Oliver Asselin et qui est très, très touché par la misère dans laquelle il le trouve acculé. Donc, il lui donne un poste comme commissaire aux pensions de vieillesse. Alors, c'est une petite crèche bureaucratique, mais au moins, ça va empêcher à la famille Asselin de mourir de faim. Le Parti libéral affaibli va finir par être battu par l'Union nationale. Et Duplessis est rendu au pouvoir. Souvent, quand on change de parti, on congédie tous les bureaucrates et on les remplace par des partisans. Mais Duplessis, qui est un nationaliste, consent avec bonne grâce à maintenir Oliver Asselin dans son poste. Mais sa santé décline de plus en plus. Il doit cesser de travailler. Son travail était à Québec et les voyages Québec-Montréal étaient très pénibles pour lui. Et il viendra finir ses jours à Montréal. Il décédera le 8 avril 1937. Et c'est le paradoxe de l'homme. Il sera enseveli dans la bure des frères de Saint-Jean-de-Dieu parce qu'il était devenu membre, ce qu'on appelait les membres affiliés, qui à l'époque pouvaient être enterrés dans le costume de l'ordre. Mais sur la bure, on a épinglé ses médailles militaires. Ce qui montre les côtés riches et paradoxaux du personnage. Il y aura des funérailles, pas officiellement nationales, mais sur le plan du cortège funèbre. Ce sera un événement et il y aura des foules dans lesquelles vont se mêler des notables, des hommes politiques, des membres du clergé et énormément de pauvres, de sans-abri qui ont été un jour ou l'autre soit hébergés par Asselin, soit aidés financièrement.
Donc, pendant des années, on fêtera toujours, on soulignera toujours l'anniversaire de sa mort, l'anniversaire en 1938, et par la suite, 2e, 5e, 10e, 15e, il y aura sept célébrations successives pour montrer à quel point il a marqué son époque. Et pour le 100e anniversaire de sa naissance, en 1974, il y aura une grande exposition à la bibliothèque Saint-Sulpice, où on exposera des manuscrits, le manuscrit de ses œuvres et des photos. Et très récemment, une bibliothèque à Sainte-Flavie, qui était son village où il a été élevé près de Rimouski, à Sainte-Flavie, on a donné son nom à la bibliothèque municipale. Alors, mon vœu, c'est qu'à l'occasion de ce prix, on parle davantage d'Olivar Asselin, et si vous voulez en savoir plus, ben vous savez quoi lire. Merci, Madame Pelletier-Bergeron, très éclairant, absolument très éclairant. On poursuit avec un prochain invité. Alors, c'est un érudit, un autodidacte, passionné des statistiques et de chiffres. Ex-chroniqueur au journal La Presse, on dit de lui qu'il aurait tout fait en son possible pour faire comprendre aux Québécois l'importance des finances publiques ordonnées. Il ne pouvait pas mieux tomber. Il a pris sa retraite en 2011, je crois. Alors, la rigueur dont Claude fait preuve dans le maintien, le maniement des données, l'a amené à siéger au Conseil national de la statistique pendant plus d'une dizaine d'années. Jumelé à beaucoup de rigueur, il a été un chroniqueur redouté et influent, peu importe qu'il prenne la plume, le micro d'une radio ou d'une télé ou le lutrin du conférencier. Alors, j'inviterai en avant le proche ami de notre récipiendaire, M. Claude Piché. Merci. Monsieur le Président, distinctement du jury, Pierre, chers invités, le jury ne pouvait pas faire de meilleur choix. J'ai l'immense privilège de connaître Pierre depuis 45 ans, quand même. Nous étions tous les deux jeunes journalistes au à l'époque, dans les années 60. Et le hasard a voulu que nous soyons tous les deux affectés en même temps au quart de nuit. C'était l'époque héroïque où les salles de rédaction devaient être ouvertes 24 heures par jour. Et donc, le quart de nuit suppose des périodes de travail intenses, doublement chargées, mais aussi des périodes creuses. Et pendant ces périodes creuses, je me souviens que Pierre et moi avons eu de nombreuses discussions. On dirait aujourd'hui qu'on réglait le sort du monde, mais on allait plus loin que régler le sort du monde. Des discussions d'une ampleur philosophique profonde et qui m'ont appris beaucoup. Mais surtout, ce que j'ai appris de Pierre à cette époque-là, nous étions tous les deux dans la jeune vingtaine, et déjà, Pierre a montré aux autres, par sa rigueur professionnelle, par son honnêteté intellectuelle, son chemin de téléphone. Je me souviens que la presse, le droit, avait demandé à Sylvie et Pierre à faire une couverture sur les Franco-Manitoulins. Et il était revenu avec des reportages qui m'avaient ébloui. Je me dis, un jour, j'espère que je pourrai écrire aussi bien que ça. Et je me souviens d'une phrase en particulier qui m'avait touché. Et moi, je vivais à Montréal à cette époque-là, et comme Pierre, j'étais très sensible à la cause des Franco-Ontariens, mais les Franco-Manitoulins, je connaissais un peu moins. Et Pierre était allé se promener à Saint-Boniface, et il avait conclu sa série d'articles en disant que tous les noms des rues sont français, tous les noms des commerces sont français. On voit des jeunes qui jouent dans la rue, et la réalité est écrite sur le parent anglais. C'était une conclusion qui résumait assez bien la situation. D'abord, je ne pense pas que ça soit amélioré depuis ce temps-là. Quand j'ai quitté le droit, en 1973, pour poursuivre une carrière dans d'autres médias, Pierre y est resté. Je tiens à te dire, Pierre, que le modèle que tu as été pour moi à cette époque-là, l'a été pendant les 40 années suivantes aussi. Pour moi, tu as été une inspiration et un modèle. Je me suis toujours efforcé de me rappeler tout ce que je te dis. Pierre est un des piliers les plus remarquables de toute l'histoire du journal de droit. 45 ans dans la même institution, c'est quand même quelque chose. Et aussi,
faut dire que, Monsieur le Président, vous l'avez souligné tantôt, il a apporté une contribution importante en tant que cadre. Il a été en chef, il a été chef des nouvelles, il a fait plusieurs postes de cadre pendant pas loin d'une quinzaine d'années. Mais c'est surtout comme éditorialiste qu'il faut souligner Pierre ce soir. Et Pierre, évidemment, étant né à Ottawa, a été sensibilisé très tôt, comme je l'ai mentionné, à la cause des Franco-Ontariens, aux luttes difficiles. Quand je demeurais en Ontario, j'allais pas dire des luttes impossibles que les Franco-Ontariens ont dû faire simplement pour assurer leur survie. Pierre a été un éditorialiste absolument remarquable à cet égard. Des éditoriaux, d'abord, soulignons d'abord la qualité de son français écrit. Des centaines et des centaines d'éditoriaux produits par Pierre en cours de carrière, toujours plus clairs les uns que les autres, toujours limpides et toujours bien articulés. Mais la cause des Franco-Ontariens n'est pas la seule. Il s'est prononcé sur un paquet de sujets, souvent des sujets controversés, aucun doute possible là-dessus. C'est un éditorialiste, c'est pas le moment de Pierre, il s'est mouillé. C'est une chose que je trouve absolument remarquable, c'est que même des années après avoir quitté le droit, j'ai toujours suivi ce journal, auquel je suis toujours resté très attaché, et j'ai beaucoup lu les articles de Pierre. Et contrairement à est-ce qu'on pourrait appeler ça une école, je ne suis pas certain. Mais il y a une tendance actuellement dans les journaux à avoir beaucoup de chroniqueurs et même d'éditorialistes faire de l'hyperbole, multiplier les insultes personnelles et les grands des textes qui manquent de rigueur, mais qui sont plutôt axés sur les insultes. Pierre a toujours montré le plus grand respect envers ses lecteurs, toujours respecté l'intelligence de ses lecteurs. Même les gens qui n'étaient pas d'accord des fois avec ce qu'il écrivait disaient, mais bon sang, ça fait réfléchir. Je ne voudrais pas prendre trop de temps, je vois que le temps file. Pierre, ce soir le prix Olivier Vasselin. C'est un des plus prestigieux, sinon probablement le plus prestigieux des prix de journalistes au Québec. J'espère que les journaux de Jessica vont en parler demain matin. Il y a quelques jours, quand tu m'as appris la nouvelle, je pense que j'étais encore plus content que toi, parce que c'est amplement mérité. Monsieur le Président, vous m'avez volé mon punch de la fin tantôt, quand vous avez demandé à cette salle d'applaudir Pierre. Je voulais terminer là-dessus, mais je pense que ça mérite une deuxième ronde d'applaudissements. Merci, M. Piché. Alors, d'emblée, j'inviterai maintenant Maître Maxime Laporte à remettre le grand prix du journalisme Olivier Asselin. Merci. Alors, M. Allard, je vais vous inviter à venir à mes côtés. Et les gens qui souhaitent prendre des photos, bien sûr, ils le feront. Suivra une allocution de M. Allard. Merci beaucoup à tous. Alors, voilà, M. Allard. Mesdames et messieurs, M. Pierre Allard. J'écoutais les gens parler tantôt, un par derrière l'autre. J'ai envie donc de leur faciliter de s'adresser à une salle. Moi, ça me vient pas naturellement. Quelqu'un comme Claude, la radio, la télévision, Mme Betty Baillargeon, qui est certainement prononcée, elle a écouté des centaines de conférences, tellement elle fait ça avec aisance. Parle dans le micro, c'est pas assez fort, c'est mieux, comme ça. J'ai été pendant 45 ans très confortable dans un certain anonymat de l'écrit. Ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment confronté à autre chose que les réactions par écrit, ou un coup de fil, ou une discussion en petits groupes d'amis ou de gens qu'on connaît, mais rarement devant une salle. Ça serait pire s'il y avait 50 personnes de plus, là. Mais d'abord, je remercie la Société Saint-Jean-Baptiste
comme je disais à M. Laporte, quand il m'a téléphoné, je lui ai demandé s'il était tombé sur la tête. Il m'a demandé un peu pourquoi, mais j'ai dit, quand on est installé à Gatineau, à Ottawa, apparemment comme moi, et qu'on écrit régulièrement ou occasionnellement, ou fréquemment, ou moins fréquemment, on est habitué à avoir des réactions locales. Quand on voit quelqu'un qui écrit à Montréal, des grands chroniqueurs comme Claude et d'autres, qui, parce que c'est à Montréal, c'est national, immédiatement, il y a l'espèce de portée plus grande du fait que c'est dans la métropole. Alors, quand quelqu'un nous appelle de Montréal et nous dit qu'ils ont lu nos textes, on se demande un peu, oh, il se passe quelque chose, on n'est pas habitué à ça. Alors, c'est un peu ça qui m'a surpris au départ. Alors, je ne sais pas, je veux remercier tout le monde, je ne peux pas nommer tout le monde, je remercie les gens qui sont venus, que j'ai invités, qui sont venus avec moi ce soir. Je remercie les gens de la Société Saint-Jean-Baptiste qui ont apparemment lu certains de mes textes et qui les ont appréciés. J'ai composé quelque chose, puis je vais le lire parce que j'aimerais pouvoir improviser, mais c'est pas dans ma nature. Les gens qui me connaissent bien le savent. Alors, pardonnez-moi si c'est lu, mais si je ne le fais pas comme ça, je ne le dirai pas. Et je vais retourner m'asseoir. J'ai été associé au droit, vous le savez, depuis la fin des années 60. Qui a fait un résumé de ma carrière tantôt, je ne reviendrai pas trop là-dessus. Ce dont il n'a pas parlé, c'est la devise merveilleuse du droit. On a vu une des plus belles devises d'un journal. L'avenir est à ceux qui luttent. C'était, évidemment, ça remonte à 1913, l'année où Olivier Asselin était président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Cette devise-là était certainement taillée sur mesure pour le combat que menaient les Franco-Ontariens à l'époque. Ils luttaient littéralement pour leur survie comme collectivité, parce que le gouvernement à Toronto, n'hésitons pas à le qualifier de raciste, venait littéralement supprimer leurs écoles, comme ça s'était fait d'ailleurs dans d'autres provinces avant. Vous avez parlé tantôt des Franco-Manitobains. Ça s'était fait également en Acadie. Et ça s'est fait par la suite. Non, ça s'était fait même avant ça dans l'Ouest, en 1905. Alors, les Franco-Ontariens ont été les derniers à goûter à cette médecine-là, mais ils ont goûté de façon importante. C'est ce qui a valu la naissance du droit. Il a également mentionné qu'Olivier Asselin, ce dont je n'étais au courant à une certaine époque, mais que j'avais eu le temps d'oublier, il avait été impliqué, et la Société Saint-Jean-Baptiste. Nous, on appelait ça le sous-scolaire. Quelqu'un a dit tantôt le sous-scolaire. Mais c'est le sous de la pensée française. C'était le vrai nom. Moi, quand on nous a appris ça, on nous a toujours parlé du sous-scolaire. Mais on savait ce que c'était, on savait que ça venait du Québec, que c'était pour aider les écoles franco-ontariennes. Alors, 100 ans plus tard, cette devise du droit-là, je crois, reste éminemment d'actualité. Au début du 21e siècle, je sais, quand on regarde alentour, on s'en rend compte, l'avenir dépend de ceux et celles qui vont choisir de lutter. Dans la mesure où ma famille est issue des luttes franco-ontariennes, mes parents, mes grands-parents, et par mes 5 décennies de journalisme au droit, j'ai reçu leur combat en héritage. Pour moi, l'héritage, c'est important. C'est quelque chose qu'on doit transmettre. Quand on reçoit, on donne. Les combats, bien évidemment, celui de la défense de la langue et de la culture française, que ce soit en Ontario ou au Québec, mais aussi celui de la protection et de la promotion d'une presse libre et vigoureuse, parce que le droit, quand je suis arrivé là, appartenait aux Oblats de Marie-Immaculée, ça vous le savez peut-être. C'était un journal qui s'était marqué d'ailleurs, un journal totalement dévoué aux intérêts de l'Église et de la patrie, et indépendant en politique. Quand vous parlez tantôt des journaux qui étaient associés au parti politique, le droit n'a jamais été associé à un parti politique. C'était un peu comme le pendant du devoir à Ottawa et à Hull, anciennement, maintenant à Gatineau. Alors, ma profession, compte tenu de mon héritage, ma profession choisie m'a permis d'approfondir et de structurer toutes mes perceptions de la dynamique linguistique. Pas rien que franco-ontarienne, québécoise et nord-américaine dans son ensemble. J'ai même regardé du côté des franco-américains. J'ai passé des heures innombrables. Mon épouse pourrait vous en dire quelque chose. À aligner les colonnes de chiffres des recensements, à les comparer, à les écrire, à les regarder dans tous les sens, à éplucher des rapports d'experts, à lire des rapports annuels de commissaires de langues officielles, tout ce que vous voudrez. Là.
Puis, ce dont je me suis aperçu, puis c'est important, puis ça, c'est difficile à voir, à moins d'avoir vécu, comme moi, en Ontario français, que toutes ces données-là confirment ce que n'importe quel franco-ontarien sait intuitivement dans son quotidien. La vie qu'on a là-bas, quand on lit les rapports, après, on se dit, mais c'est chez nous, on reconnaît exactement l'évolution. Je vis maintenant depuis 40 ans du côté de Gatineau. D'ailleurs, le directeur de communication de Gatineau est ici ce soir, je le remercie. Jean-Paul, qui est un ami de longue date. C'est la 4e ville en importance au Québec, quoique en écoutant Radio-Canada, on ne le saurait pas. Surtout les soirs d'élection. Il faut guetter pour la 30 secondes où on va parler de chez nous. Mais je suis né et j'ai grandi dans un petit coin francophone d'Ottawa. Je conviens que notre français n'était pas particulièrement élégant. C'est un français de la rue. Mais c'était français. La langue de la rue était le français. Quand on sortait dans notre quartier, aujourd'hui en Ontario, j'ai vu de mon vivant, depuis les années 60, tous les quartiers urbains franco-ontariens disparaître, un par derrière l'autre. À Ottawa, il y avait 2 ou 3 gros quartiers français, la Basse-Ville, notre coin, Saint-François-d'Assise, tout le secteur qui s'appelait Eastview, Vanier, qui est devenu maintenant une partie d'Ottawa. Quand on se promenait dans la rue, ce qu'on entendait, c'était du français. C'est disparu maintenant, ça. Et c'est disparu à Sudbury, c'est disparu à Cornwall. Des places comme Welland, Windsor, tous les milieux urbains. Maintenant, il y a beaucoup de franco-ontariens dans ces endroits-là, mais ils sont dispersés. Ce que ça a donné, puis ça, également, ça se démontre par des recherches qui peuvent être faites par des journalistes, c'est des générations massivement bilingues. Et ces générations massivement bilingues-là ont laissé dans leur sillage une proportion croissante d'unilingues anglais. Ça a été une démonstration en Ontario, qui risque de se faire bientôt au Québec, que la force de l'anglais dans un milieu nord-américain comme ici est tellement grande que le bilinguisme, quand il devient collectif, devient une étape et non pas une destination. Inutile de dire que les défis culturels et identitaires des francophones au Québec sont énormes. Ces défis sont souvent relevés dans un climat qui est hostile. Vous avez vu récemment encore l'affaire Thibodeau d'Air Canada. Il fallait lire, j'ai lu dans la presse écrite des articles qui étaient corrects. Là. Il fallait lire les commentaires des lecteurs à la fin, parce que les journaux anglais ont cela en commun, qui invitent leurs lecteurs à commenter sur leur site Internet les textes. Et ça a suscité des milliers de commentaires, mais absolument haineux, à l'endroit de la langue française, à l'endroit des Thibodeau, à l'endroit de... C'est inouï le climat de francophobie. D'ailleurs, il y a eu une campagne qui a été entamée, que le droit a appuyé en éditorial par le club. Je pense que c'est le seul quotidien qui a parlé de la campagne, d'ailleurs. Le seul. Alors, mais le plus malheureux dans tout ça, c'est non seulement le climat d'hostilité, mais c'est ce que je perçois comme l'indifférence des francophones du Québec. Non seulement les franco-ontariens doivent se débrouiller dans un climat d'hostilité, mais je ne perçois pas l'appui qui devrait être en droit d'attendre d'une majorité francophone du Québec. Et là, je blâme les médias. Les Québécois ne sont pas au courant parce que les médias n'en parlent pas. J'ai tenté récemment, avec le grand dossier d'une université de langue française en Ontario. Il y a 3 universités de langue anglaise au Québec. Prospère, très belle, rien contre ça. Parfait. Il n'y en a aucune en Ontario. Et ça fait des années là, que les étudiants ont un mouvement pour tenter d'en créer une. Mais, il y a eu récemment un sommet pan-ontarien de tous les étudiants du post-secondaire. J'ai tenté par tous les moyens d'intéresser tous les journaux du Québec. Zéro, ça n'intéresse personne. Alors, je trouve qu'il est malheureux que ces mêmes médias-là vont propulser à la une la moindre incartade d'un inspecteur de l'OLF qui trouve un problème avec un menu, qui va en faire des manchettes d'un bout à l'autre du pays et d'un bout à l'autre du Québec. Mais ils n'ont pas d'âme pour présenter les injustices criantes faites aux francophones au Québec. Et ça, je le déplore.
D'ailleurs, au rythme de l'érosion présente du français partout au pays. Les luttes centenaires des franco-ontariens seront très, très bientôt celles des francophones de Montréal et de l'Outaouais, si elles ne le sont pas déjà. Ce message, j'ai tout fait en mon possible pour le marteler dans la page éditoriale du droit. Le droit a appuyé le renforcement de la loi 101, le seul quotidien à le faire dans le débat récent. Le droit a mené une campagne sans nuance contre l'implantation de l'anglais intensif en 6e année, en traitant le gouvernement Charest de fossoyeur du français. On est le seul quotidien. Les autres ont embarqué dans ce projet-là avec un enthousiasme délirant. On s'est même opposé aux exceptions des militaires. Et on a réussi à embrigader dans notre cause la Fédération des francophones hors Québec, qui a appuyé notre éditorial en disant qu'en envoyant les militaires dans des écoles anglaises au Québec, on accréditait la thèse qu'il n'y avait aucune possibilité pour eux d'étudier en français à l'extérieur du Québec, ce qui est faux. Ils peuvent fort bien étudier en français au Québec, étudier en français en Ontario, étudier en français en Acadie. Alors, seul le droit parmi les quotidiens de langue française, sauf à l'occasion du devoir. Il faut faire une l'exception du devoir qui, à l'occasion, sous quelques plumes, est intransigeant là-dessus, a pris des positions aussi énergiques. Je vais maintenant toucher brièvement, pas longtemps, les enjeux médiatiques. Là, je vais paraître plutôt conservateur, là, mais des fois on l'est. Avec l'explosion du numérique, que j'aime bien, j'ai la conviction, par contre, qu'on est dans le carrefour majeur de civilisation. Autant je me réjouis que l'Internet, puis tous ces dérivés contre les médias sociaux, ajoute à la communication le choc des idées, et je suis un accro de Twitter et de Facebook. Autant je m'inquiète de l'usage que certains empires médiatiques veulent en faire, en l'occurrence pour éliminer 500 ans de civilisation écrite dans la presse. Pas la presse de journal, la presse écrite en général. Alors, soucieux d'attiser le débat là-dessus, je pense que c'est important de le faire, et espérant du même coup prolonger l'existence de mon quotidien qui se veut menacé comme le propos de M. Desmarais. J'ai perdu ma page. Je pourrais quasiment le dire par cœur, là, mais en une seconde. Non, pas ici. Oui, bravo. Alors, dans l'espoir de prolonger la vie de mon journal, j'ai comme découvert les limites de la liberté d'expression. J'avais vraiment l'impression que dans l'espace médiatique, on était encore ouvert à la critique sur la profession, sur le genre de médium qu'on veut privilégier, sur la façon de faire le journalisme. Mais je suis certain maintenant que cette liberté d'expression-là n'existe plus. Ou, en tout cas, n'est pas la bienvenue, en tout cas, dans l'Empire Jessica Power, qui a quand même 7 quotidiens au Québec. Une lutte est présentement engagée pour la survie de 6 des 10 quotidiens du Québec. Je vais tenter de les nommer sans me tromper, parce que je ne les ai pas écrits. Le Droit, en premier lieu, Le Soleil, Le Nouvelliste, La Voix de l'Est, La Tribune et le quotidien du Saguenay. C'est quand même important, mais on regarde, c'est même pas l'autre jour du Congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec en fin de semaine, on fait comme si cette question-là n'existait pas. Et les salles de rédaction et les syndicats de la rédaction sont très silencieux sur cette question-là et je n'y comprends rien. C'est ce débat-là que j'ai voulu attiser par un texte de blog qui m'a évidemment valu la porte. J'avais justement déploré le silence des rédactions et puis qui semble, selon ce qu'on nous dit, l'information régionale va devenir tout au plus un onglet ou quelques onglets épinglés à la presse plus, qui va être uniquement numérique. Même la presse, un bon jour, ne sera plus imprimée. Alors, c'est une cause, à mon avis, dans laquelle il faut utiliser toutes les tribunes possibles pour que la communauté journalistique, les syndicats de journalistes, la fédération professionnelle et tous ceux qui s'intéressent aux médias s'en préoccupent parce que on voit, là, il y a eu la
la semaine dernière, des coupes importantes annoncées au soleil. J'ai parlé à quelqu'un de la salle de rédaction, j'ai encore mes contacts, qui m'a expliqué, on avait parlé de 16,5 postes et de 8 postes permanents de journalistes, mais ça touche 35 plumes dans la salle de rédaction du Soleil. Les correspondants qui ont tous été licenciés, c'est des fractions de postes, ça. C'est un cinquième de poste, un quart de poste, un tiers de poste. Mais c'est 35 personnes qui signaient des textes et qui couvraient des régions entières de l'Est du Québec pour le Soleil qui sont disparues. Le problème, c'est que là, tout à coup, il semble avoir un certain éveil, qui n'est pas grand. Ce n'est plus le temps de commencer à critiquer ou à s'interroger ou à faire le débat quand il est trop tard. Ce que je crains, c'est que si on attend, il va être trop tard. Tout ça pour dire, en tout cas, j'ai quand même hésité avant d'accepter le prix Olivier Asselin parce que j'ai regardé, tout de suite après M. Laporte, j'ai regardé les récipiendaires. J'ai eu comme mal au cœur. Qu'est-ce que je fais là? J'avais l'impression, comme on l'a dit, nos grands-parents, d'occuper la place du quêteur au banquet. Mais, si l'honneur que vous me faites peut servir à inciter plus de journalistes québécois à sortir de leur torpeur actuelle, si le prix peut propulser à l'avant-scène les dangers qui menacent l'information régionale et susciter d'autres plumes libres pour la défendre, si mon expérience pouvait intéresser quelques scribes de grands médias du Québec à tisser de nouveaux liens d'information entre la francophonie d'ici et la francophonie d'ailleurs, bien là, j'aurais la satisfaction d'avoir fait œuvre utile. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas fini d'écrire. Alors, je vous remercie.